Bonjour les quatrièmes, alors nous allons continuer la leçon, grand 2, 1792-1794, la République et la Terreur. Nous allons nous appuyer sur les 5 premières questions de votre activité et cette vidéo va vous permettre d'avoir des billes pour refaire la question 6 ou faire la question 6 qui a posé un certain nombre de problèmes et donc des informations complémentaires ne seront pas inutiles. Alors voilà le dossier sur lequel vous avez planché, fait de plusieurs documents et donc de ces fameuses 6 questions. En haut à gauche, vous aviez une petite introduction qui vous permettait de contextualiser l'activité. Elle rappelait qu'en juin 1791, le roi Louis XVI et sa famille ont tenté de s'enfuir et qu'ils ont été arrêtés à Varennes. Le peuple les a du coup mis sous surveillance au palais des Tuileries. Le premier document était une carte que nous avions déjà vue dans la vidéo précédente et vous deviez identifier les menaces extérieures et intérieures qui pesaient sur la France à cette époque-là. Pour les menaces extérieures, la réponse était dans la légende, dans la première colonne. Cela permettait de voir que les pays qui menaçaient la France étaient le peuple sarde en Italie, les Espagnols, les Anglais, à la fois au niveau de la Manche, mais également dans le sud. Ils menacent la ville de Toulon. Ce sera un épisode important que nous reverrons un petit peu plus tard. Mais également les Hollandais, les Autrichiens, alliés avec les Prussiens. Alors ces pays ont en commun d'être des royautés et donc de craindre la contagion révolutionnaire au sein de leur pays, en plus de leurs liens familiaux avec le roi. Donc on pouvait noter que la France révolutionnaire est attaquée de toutes parts. Tous les pays royalistes autour de la France s'allient pour l'attaquer et remettre Louis XVI à la tête du pays, les Autrichiens, les Prussiens, les Sardes, les Espagnols, les Hollandais et les Anglais. Mais à l'intérieur du pays également, certaines personnes sont contre la Révolution. Ce sont les menaces intérieures. Alors c'était dans la deuxième colonne que nous pouvions les voir. Elles sont de 3 ordres. D'abord les villes, comme Nantes, Bordeaux, Marseille, Toulon, Lyon, qui se rebellent contre la Révolution car elles trouvent que toutes les décisions viennent de Paris, viennent de la Convention, de l'Assemblée nationale. Également la région de la Vendée, à l'ouest de la France, au sud de Nantes, qui se révolte pour soutenir le roi. En effet, on est dans une région très chrétienne de la France et qui croit en la personnalité sacrée et divine du roi. Et enfin des zones qui sont représentées en vert et qui vont soutenir les Girondins contre les montagnards qui sont majoritaires à la Convention. On est plus face là à une rébellion politique. Du coup, la Convention, l'Assemblée envoie des hommes à la fois pour régler le problème intérieur, mais également le problème extérieur. C'est la vidéo que nous avions vue avec la patrie en danger, la levée en masse de troupes qui va permettre de propager notamment l'hymne, la Marseillaise. Le deuxième document était le manifeste de Brunswick que nous avions déjà vu ensemble. Cet ultimatum a été rédigé par le duc de Brunswick, le chef des armées prussiennes et autrichiennes. Et dans cet ultimatum, il menace la ville de Paris de destruction si la sécurité de la famille royale est menacée. En réaction, le peuple de Paris et les plus extrêmes des révolutionnaires, qu'on appelle les sans-culottes, prennent d'assaut le palais des Tuileries et donc la famille royale. On les voit ici sur ce tableau de François Gérard avec en étendard la devise patrie, égalité, liberté sur leur étendard. La famille royale, dès ce moment-là, va être mise aux arrêts. La monarchie va définitivement être supprimée et c'est la République qui va se mettre en place dès le 22 septembre 1792. La famille royale est emprisonnée et le roi va être mis en procès dès le mois de décembre sous l'accusation de haute trahison. Je vous laisse avec un nouvel extrait de film qui va nous montrer le résultat de ce procès. Faites vite, j'entends la garde. Que dit-il?
Il va bien. Le procès avance lentement. Nous ne devons pas trop espérer. Lanterne, qui veut mes lanternes? Mes lanternes. Qui veut mes belles lanternes? Et encore, l'accusation n'est pas complète. On verra ça dans quelques jours. Je me demande si bien chez vous pas. Il est plus là, il est là. Allez, faites vos jeux. Louis, nous avons entendu l'appel à la clémence de votre avocat. Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, monsieur. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Et ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Demandez l'idée, l'ami du peuple. Demandez l'ami du peuple. Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort, dans les 24 heures. Vergniaud. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Lindet. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Marat. La mort. Saint-Just. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. La mort. Avec sursis. Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Desmoulins. Je vote la mort. Danton. La mort. C'est donc la mort. Le 21 janvier 1793, au petit matin, Louis XVI est emmené face à la guillotine et, selon le rituel, sa tête est ensuite exhibée devant le peuple sur le parterre. C'est désormais un gouvernement révolutionnaire qui se met en place, dirigé par le Comité de salut public. On peut voir à travers ce schéma les différentes mesures mises en place par ce gouvernement, des mesures assez violentes et autoritaires, comme les mesures contre les opposants, avec la création d'un tribunal révolutionnaire et la loi des suspects, et également la levée en masse de conscrits pour l'armée pour lutter contre l'ennemi extérieur. Mais on peut voir aussi des mesures pour l'égalité des droits, la première abolition de l'esclavage, dont on a déjà parlé, l'établissement d'un suffrage universel masculin, c'est-à-dire que tous les hommes désormais peuvent voter, et des premiers droits, notamment menés par Condorcet, à l'éducation pour tous.
On peut voir aussi des mesures en faveur des plus pauvres avec une fixation du prix maximum des éléments qu'on appelle la loi du maximum, c'est-à-dire qu'il sera impossible d'augmenter notamment le prix du blé, le prix des céréales et éviter ainsi la spéculation dans ces temps troublés. Une mesure encore plus originale est l'adoption d'un nouveau calendrier. En effet, les révolutionnaires s'opposent à l'Église catholique, qu'ils accusent d'avoir opprimé le peuple aux côtés du roi. Ils adoptent donc un nouveau calendrier, non plus basé sur la naissance de Jésus-Christ en année 0, mais sur la proclamation de la République en année 0. 1792 devient donc l'an 1. Ils changent également le nom des mois, dans un esprit laïque, pour être plus proche de la nature. Le mois de septembre devient vendémiaire pour les vendanges, le mois d'octobre brumaire pour le brouillard, la brume légère qu'il y a à ce mois-là, frimaire pour le mois de novembre, pour le froid, nivose qui fait référence à la neige pour le mois de décembre, pluviose en janvier, ventose pour le vent en février, germinale en mars car c'est le moment où les graines sont semées, floréale pour les fleurs d'avril, prairiale pour le mois de mai, le mois des prairies, messidor en juin, puisque c'est le mois de la moisson, thermidor en juillet, à cause des fortes températures, et fructidor en août, pour le mois des fruits. Le nom affilié au jour va également être changé. Anciennement, sur le calendrier, chaque jour était affilié avec le nom d'un saint. Désormais, ce seront des noms de végétaux, d'animaux ou d'outils du quotidien. Donc on peut voir par exemple que pour le 5 du mois de Frimaire, ce sera le jour du cochon, le 7 du chou-fleur, le 8 du miel, le 10 de la pioche, le 14 du sapin. Et comme à cette époque-là, les gens se servaient du calendrier pour donner un prénom à leurs enfants, eh bien, dans les années révolutionnaires, on va avoir des gens qui vont du coup avoir des prénoms d'animaux. Les enfants vont ainsi être nommés chou-fleur, chevreuil, cyprès, pierre, marbre, etc. Au nom de l'égalité, également, eh bien, tous les mois n'auront que 30 jours. En effet, les révolutionnaires trouvent ça inégal que certains mois aient 30 jours, d'autres 31 et d'autres même parfois 28. Donc tous les mois désormais seront à 30 jours. Du coup, pour arriver à faire 365 jours, il restera 5 jours qui seront fériés, consacrés aux fêtes et qui seront appelés les sans-culottides en dehors des autres mois de l'année. À la Convention, la bataille fait donc rage entre les montagnards et les Girondins. Les montagnards font partie des plus extrémistes des révolutionnaires, on les appelle comme ça parce qu'ils sont situés en haut de la Convention, sur les hauteurs, donc on va leur donner ce surnom. Ils ont le soutien des sans-culottes et un de leurs chefs est Maximilien Robespierre, mais on compte également Danton, Marat ou Camille Desmoulins parmi eux. Chez les Girondins, c'est par exemple Jacques Brissot qui va être beaucoup plus libéral, on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo, qu'il refusait de voter la mort totale du roi et qu'il demandait la mort avec sursis. Les temps sont troublés, les luttes sont nombreuses et la période de la terreur va démarrer. C'est d'abord la mort de Marat qu'on peut noter, tué, assassiné dans son bain par Charlotte Corday, une royaliste qui refusait la mort du roi et qui lui en voulait de l'avoir voté. Marie-Antoinette va suivre son mari Louis XVI et être guillotinée également en 1793. Puis c'est Brissot, girondin, qui va être accusé par les montagnards de soutenir la contre-révolution et qui va être guillotiné. Olympe de Gouges, également girondine, qui avait fait la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui va être menée également à l'échafaud. C'est là qu'elle dira « Une femme a le droit de mourir à l'échafaud, mais n'a pas le droit de monter à la tribune et de donner son opinion ». Les montagnards sont donc maintenant seuls aux manettes au sein du comité de salut public. Mais même au sein des montagnards, des fractures commencent à voir le jour. D'un côté, Robespierre pense qu'il n'y a que la terreur qui permettra de sauver la République.
Il le dit, il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République ou périr avec elle. La seule solution est donc de contrer efficacement tous les contre-révolutionnaires. Et pour cela, il demande à ce que soit institué un tribunal révolutionnaire pour punir les ennemis du peuple, c'est-à-dire de faire tourner la guillotine à plein régime. Danton, lui, est plus mesuré et va demander d'économiser le sang des hommes et de revenir à la saine raison. Je vous laisse avec un nouvel extrait de film qui nous montre ces divisions au sein des montagnards. Personne n'a été condamné sans motif. Si. Les gens sont en prison parce qu'ils ont dit bonjour une fois à un prêtre réfractaire. Ou parce qu'ils disent du bien de Mirabeau, ou parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Parfois, tu es naïf comme un enfant, Camille. Dois-je te rappeler que nous sommes toujours en guerre? Justement, nos armées ont exterminé des milliers de personnes en Vendée, un peuple entier. Des traîtres et des rebelles. Nous sommes en train d'étrangler la liberté dans son berceau, Maxime. Si nous faiblissons maintenant, tout ce que nous avons construit s'effondrera comme un château de cartes. Peut-être nous n'avons rien construit. C'est juste un rêve. Ça fait peur. Laissez passer. On la promène sans arrêt. Place de la Révolution, les gens se sont plaints de l'odeur du sang. On l'a déplacé vers la Bastille, c'était les mêmes plaintes. En plus, les gens disent que ça dévalorise leur propriété. On l'a déplacé 4 fois, c'est toujours le même problème. Alors finalement, ils la remettent d'où elle est partie. Général, je veux votre rapport demain matin. J'ai peine à reconnaître cet endroit. C'est devenu un véritable repère de factions rivales, de mensonges et de démence. À l'extérieur, je vois des églises que l'on profane, des prisons pleines de pauvres diables, dont le seul crime est de ne pas être fanatique. Est-ce là cette République que nous avons décidé de créer? Je propose, en première urgence, que la Convention mette en place un comité de clémence pour examiner la liste de tous ces suspects qui sont en prison et déterminer s'il y a une quelconque raison de les y maintenir ou non. Écoute ça. Au moment où la République combat pour sa survie, que propose le citoyen Danton contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur? Point d'interrogation. Rien de plus qu'un abandon à la corruption. L'appel à la raison de Danton et de Camille Desmoulins n'est pas entendu. Au contraire, on les accuse à leur tour de haute trahison et ils sont emmenés à la guillotine. Danton aura cette phrase célèbre: en montant sur l'échafaud, il dira au bourreau: une fois que ma tête sera tombée dans le panier, tu la montreras au peuple, elle en vaut la peine. Robespierre, Saint-Just et quelques affidés sont donc les seuls maintenant aux manettes. Ils sont néanmoins très critiqués, comme on peut le voir à travers cette caricature de 1793, où l'on voit Robespierre guillotiner le bourreau lui-même, après avoir fait guillotiner toute la France. On accuse donc par cette caricature Robespierre d'être dans une sorte de folie, où il risque d'emmener toute la France à sa perte.
Les inquiétudes sont de plus en plus nombreuses, tout le monde craint de se trouver à son tour à l'échafaud et un coup d'État va se fomenter contre Robespierre et ses compagnons. Il aura lieu le 9 Thermidor de l'an 2. Robespierre, Saint-Just et d'autres dirigeants vont d'abord être arrêtés dans une violence assez extrême. Robespierre aura la mâchoire cassée au cours de cette arrestation, puis vont être condamnés à la va-vite et guillotinés. C'est ce moment-là où l'on considère que la terreur va prendre fin et que la révolution va rentrer dans une nouvelle phase. Je vous laisse avec un extrait, encore une fois vidéo, qui vous montre la fin de Robespierre et de Saint-Just et la fin de cette époque de terreur. Vous pouvez donc noter maintenant cette trace écrite dans votre cahier qui reprend les principaux éléments de cette époque de la terreur. J'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre cette période cruciale de l'histoire de France qu'est la République et la terreur, et je souhaiterais désormais que vous fassiez la question 6 à la lumière de ces informations, et donc que vous vous mettiez dans la peau de ce député. Alors vous pouvez choisir d'être un Girondin, un montagnard très extrême comme Saint-Just et Robespierre, ou un montagnard un peu plus mesuré comme Danton ou Camille Desmoulins, et de raconter avec votre sensibilité à cette période les événements qui se passent. Je vous remercie et j'attends ce travail pour mardi. Au revoir.